Coucou les copains. Est-ce qu'on serait pas back dans le game de la lecture là? Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Raffaello, même si j'aimerais bien. Hola chicas, chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un update lecture et un petit book haul et petite update lecture aussi. Je me suis remise à lire. Est-ce que c'est pas une merveilleuse nouvelle? Je pense que si. Je suis trop contente d'avoir enfin pu relire. Je viens de sortir de cette immense panne de lecture et vraiment ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés dernièrement, parce que je me suis rendu compte que j'en avais accumulé quelques-uns, et je vais vous parler des 3 livres que j'ai lus en 1 ou 2 semaines. Il n'y a que 3 livres, mais je me disais que ça aurait pu être intéressant de vous en parler aujourd'hui. Donc let's go! Alors, niveau book haul, je vais faire court et simple parce que j'ai pas grand chose à dire. J'ai acheté ces livres parce qu'ils me faisaient envie. Voilà. Le premier qui m'a fait de l'œil et que j'ai acheté il y a quelques semaines, c'est The Midnight Library by Matt Haig. Je le vois partout sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Il est pas très long, il fait même pas 300 pages et du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être être un livre sympa à lire pendant cette période-ci. Il m'intrigue beaucoup. Je sais pas pourquoi, je trouve que la couverture elle a une atmosphère très mystérieuse et j'ai trop envie de le découvrir. J'ai vu des avis mitigés sur Booktube et sur Instagram. Donc écoutez, on verra si c'est une bonne lecture pour moi ou pas. Et ensuite on va passer à This Beautiful Book That I Bought, qui n'est autre que The Invisible Life of Eddie LaRue de V. Schwab, et ça je l'ai terminé, il va faire partie de cette update lecture. Je l'avais d'abord acheté en français parce que quand je l'ai commencé je sortais aussi d'une panne de lecture bien sûr, et j'avais pas forcément envie de lire en anglais, j'avais envie un petit peu de recommencer tranquillement et doucement. Donc je l'avais acheté en français et franchement la qualité de l'édition de chez Lumen, je trouve qu'elle est vraiment pas dingue. Le papier, la couverture c'est du papier calque trop bizarre. Donc je vous avoue que je crois que je vais la revendre cette édition là sur Vinted parce que je vais pas la garder. Et quand je me suis rendue à la Fnac de Liège il y a quelques semaines, j'ai trouvé cette édition anniversaire qui est absolument magnifique. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ce livre est absolument magnifique. Il y a même des illustrations à l'intérieur, enfin genre waouh, il est juste trop beau. Trop beau, je l'aime d'amour et voilà, maintenant il est dans ma collection. J'ai trop envie d'acheter l'édition bleue parce que je la trouve trop belle aussi, mais on va se calmer. Ensuite j'avais acheté un livre de recettes cuisine et coréen, voilà, super intéressant Lucie, mais il était très joli et il coûtait pas très cher, donc écoutez, voilà. Quand je suis allée à Amsterdam le week-end dernier, j'ai acheté 4 livres. Donc j'ai acheté ma lecture en cours, donc c'est Norse Mythology de Neil Gaiman. J'avais pas encore lu de Neil Gaiman, et vu que je viens de lire Akomaf en littéralement je sais pas combien de jours, mais vraiment très peu, j'avais envie de lire quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus léger, et étant donné que c'est un recueil de nouvelles, bah c'est sympa parce qu'au moins c'est un peu décousu et on doit pas vraiment suivre et lire de manière très régulière. Et pour le moment j'ai pas lu beaucoup comme vous pouvez le voir, mais j'aime beaucoup ma lecture, je trouve ça très sympa. On en découvre beaucoup sur la mythologie nordique et j'adore tout ce qui est mythologie, donc voilà. J'ai été donc chez Waterstones à Amsterdam et j'ai acheté 3 livres. J'ai acheté d'abord Radio Silence d'Alice Oseman parce que c'était le seul, si je compte pas Nick and Charlie et This Winter, c'était le seul que j'avais pas encore. J'ai déjà lu Loveless, j'ai lu tous les Heartstopper et j'ai dans ma pile à lire Loveless et I Was Born For This, mais j'avais pas encore Radio Silence. Et quand j'essayais de le trouver soit en librairie ou sur des sites, il était introuvable. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'essayais de l'acheter il était en rupture de stock. Donc là quand je l'ai vu chez Waterstones, je l'ai mis dans mon sac parce que je voulais absolument l'avoir. Les 2 autres
qui me reste. Donc il y a James Baldwin, Giovanni's Room. Je l'ai acheté sous les conseils de Léonie parce que je sais que c'est un de ses auteurs préférés et je n'avais pas encore lu de James Baldwin. Je sais qu'il y a Giovanni's Room et son plus connu à James Baldwin c'est Go Tell It on the Mountain et je sais que Giovanni's Room est très très connu aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas de James Baldwin, il y a un documentaire sur lui sur Netflix qui s'appelle I Am Not Your Negro et j'ai vraiment envie de le visionner avant de lire Giovanni's Room et avant de lire Go Tell It on the Mountain parce que apparemment c'est super intéressant et j'ai vraiment envie de me mettre, d'avoir tous les éléments en tête pour être sûre de bien comprendre les deux livres. James Baldwin c'est vraiment un auteur qui est important à lire si je peux dire ça comme ça et je crois que Giovanni's Room c'est une histoire entre un mec qui va tomber amoureux d'un autre mec mais c'est dans les années 1950 et donc on va voir un petit peu comment leur relation se développe etc. Le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est The Starless Sea que tout le monde a vu également je pense et je n'ai entendu aucun avis négatif sur ce livre. Littéralement, après j'ai peut-être pas lu beaucoup de critiques sur ce livre mais toutes les critiques que j'ai lues étaient positives et apparemment ce livre c'est vraiment un livre incroyable. Donc écoutez, j'ai vraiment envie de le lire. Et quand j'ai fait une story Instagram pour montrer les livres que j'avais achetés à Amsterdam, quand j'ai montré The Starless Sea, tout le monde m'a envoyé un message en mode ah j'ai trop hâte d'avoir ton avis quand tu le liras, il est génial, il est incroyable. Donc ça n'a fait que confirmer le fait que beaucoup d'avis sont positifs à propos de ce livre et ça m'a donné encore plus envie de le lire. Donc écoutez, voilà. Une bonne petite pile à lire qui s'est recréée alors que j'avais déjà beaucoup de livres à lire dans ma bibliothèque. C'est pas grave hein. C'est pas grave. On va pouvoir passer à l'update lecture. Donc j'ai 3 livres à vous présenter aujourd'hui. Le premier donc c'est The Invisible Life of Eddie LaRue de V.E. Schwab. Je sais pas pourquoi ce livre il m'a pris un temps fou à le lire alors que j'ai trop aimé du début à la fin. En fait j'étais en pleine panne de lecture quand je l'ai commencé, ça m'a fait sortir de cette panne de lecture et puis je suis retombée en panne de lecture plus ou moins à la moitié du livre et je n'ai pas lu après pendant quasiment un mois, donc il était en pause pendant un mois. Une fois que je m'y suis remise, j'ai enchaîné la deuxième moitié d'un coup et en fait il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée dans ce livre. Et c'est fou parce que c'est pas un livre, genre si vous voulez lire un livre avec de l'action, bah clairement vous n'allez pas trouver votre bonheur là-dedans parce que c'est pas un livre du tout, c'est un livre beaucoup plus passif. Moi qui adore tout ce qui est fantasy avec beaucoup d'action etc, là franchement j'ai adoré ce livre. C'est pas le genre de lecture que je lis habituellement et pourtant j'ai trop aimé. Je crois que c'est dans les années 1600 ou 1700, je sais plus, mais on retrouve donc Eddie qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas suivre la vie qu'on lui a un petit peu déjà calculée à l'avance. Elle commet une grosse erreur puisqu'elle appelle une sorte de démon sans le vouloir vraiment pendant la nuit. Et ce démon lui propose de faire un pacte dans lequel elle pourrait justement mener une vie de manière libre, comme elle l'entend, etc. Mais elle ne réfléchit pas très bien à la formulation du pacte. Et au final elle se retrouve à avoir vraiment une vie invisible. Donc c'est à dire qu'en fait elle devient immortelle, elle ne peut pas mourir, elle peut ressentir la douleur mais elle ne peut pas mourir. Et les gens l'oublient continuellement, donc c'est à dire qu'au moment où elle conclut le pacte, sa famille ne la reconnaît plus, plus personne ne la reconnaît, plus personne ne se souvient d'elle. Et dès qu'elle fait la connaissance de quelqu'un, d'une personne quelle qu'elle soit, la personne l'oublie genre 2-3 minutes après. Et donc du coup elle est vouée à mener une existence vraiment invisible. On la suit en fait à travers les années, donc les années au début où elle a conclu le pacte, et on la suit aussi à notre époque, donc c'est en 2014 à ce moment là. Et on suit vraiment 2 de ses vies on va dire parallèles, puisqu'on suit vraiment par tout ce dont elle est passée au tout début qu'elle a conclu le pacte et où elle en est maintenant. Et à un moment donné dans son histoire elle rencontre une personne qui se souvient d'elle et à ce moment là le livre prend une toute autre tournure.
C'est vrai que le résumé il peut peut-être être un peu trompeur dans le sens où on parle directement de la personne qu'elle va rencontrer et qui se rappelle d'elle, alors que cette personne là elle n'intervient pas du tout dans tout le livre. Elle intervient plus ou moins à la moitié du livre. On peut avoir l'impression qu'on va lire un livre qui est une romance, alors que oui il y a de la romance mais c'est pas que ça, c'est surtout centré sur Adi et sur sa vie. Et j'ai vraiment adoré ce livre. En fait l'écriture de Vi Schwab est incroyable, elle est vraiment incroyable. Sa plume est magnifique et pour le coup les éditions Lumen ils ont super bien traduit en français, parce que j'ai lu le livre et en anglais et en français et l'écriture en français m'a pas du tout dérangée. Je trouvais que c'était hyper bien traduit et j'ai vraiment adoré ce livre. En fait elle a une plume vraiment très poétique comme ça et ça fait résonner beaucoup de choses quand on le lit. Enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup touchée parce qu'on parlait de tout ce qui était sujet de la mémoire, du souvenir, etc. Et moi j'arrête pas de penser à ce que je vais laisser genre sur terre quand je serai plus là. Et je sais pas pourquoi mais parfois c'est des pensées qui sont vraiment intrusives et ça me prend la tête. Et dans ce livre justement on en parle tout le temps parce que Adi ne peut pas laisser une empreinte sur le monde parce qu'elle est invisible aux yeux des gens. Et je trouvais ça mais juste horrible pour elle et du coup ça renforçait vraiment mon empathie envers le personnage. Et j'ai juste trop aimé ce livre. Franchement je crois que je le relirai d'office. Je crois que c'est vraiment une lecture que je relirai d'office parce que ça a vraiment résonné en moi et j'ai été beaucoup touchée par ce livre. Aussi Adi dans le livre elle parle beaucoup au tout début de sa vie. Elle se rappelait pas du tout de certaines choses qui se sont passées et au fur et à mesure en fait qu'elle vit et qu'elle accumule de l'âge, on va dire, quand elle est vraiment beaucoup plus vieille, elle se rappelle de plus en plus de tout. Et moi c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, c'est que je me rends compte vraiment plus les jours passent, plus on oublie ce qu'on a fait de notre vie genre avant. Il y a des choses vraiment on n'arrive plus à se rappeler et moi ça me fait, mais j'ai une frousse de ça. Et je sais pas pourquoi mais vraiment en fait tout ce qui touche au souvenir et à la mémoire c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Donc ce livre vraiment amenait au questionnement, genre même intérieur, je trouvais que ça amenait vraiment à un questionnement. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Henri auquel je me suis beaucoup identifiée. Si jamais vous lisez le livre ou si vous avez lu le livre, je pense que c'est grâce à la description qu'on fait d'Henri, la description physique dans le livre, mais je m'imaginais l'auteur, je sais pas si vous connaissez, l'auteur Théo Grosjean qui a écrit L'homme le plus flippé du monde. Et en fait j'imaginais vraiment Henri avec la tête de Théo Grosjean. Je vous mettrai une image là pour que vous puissiez visualiser. Mais j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et pendant que j'ai lu ce livre, j'écoutais le dernier album de Coldplay. Je trouvais que le dernier album fitait parfaitement à ce livre. Je trouvais que ça allait super bien. Si ce livre est un jour adapté en film, le dernier album de Coldplay, ce serait le soundtrack parfait. Si vous comptez lire ce livre, écoutez le dernier album de Coldplay, vous serez pas déçus. Ensuite, on va parler d'une lecture. On va parler de A Court of Mist and Fury de Sarah J Maas. J'ai enfin lu Akomaf. Quand j'ai lu Akotar, tout le monde m'a dit oh, faut que tu lises le 2 Lucie, ça va être génial, tu vas voir que le 2 ça a plus vraiment quelque chose à voir avec le 1. Et de fait, j'ai trop aimé ce livre. Donc pour ceux qui connaissent pas Akotar, la saga Akotar, même si j'en doute, Akotar c'est l'histoire de Fer, Ferré, je sais jamais comment on doit dire son nom, on va dire Fer, qui est une humaine et dont la famille est pauvre. Et elle doit chasser pour pouvoir nourrir ses sœurs et son père. Et un jour elle tue un loup qui est un immortel. Donc en fait dans ce monde là, le monde est séparé en deux civilisations. On a les immortels et on a les humains. Et il est interdit de tuer un grand faé comme on les appelle. Et Fer va tuer un loup qui s'avère être un grand faé. Donc elle va devoir comme punition venir vivre dans un espèce de manoir chez un autre grand faé. Elle va vite se rendre compte qu'en fait il y a une malédiction qui s'est abattue sur ce grand faé et sur tout son manoir, toute sa cour.
qui est la cour du printemps. C'est elle qui va être un peu la clé pour casser cette malédiction. Donc en fait c'est le tome 1, c'est carrément une réécriture de La Belle et la Bête, même si à la fin on s'en éloigne, à la fin du livre. Et après je pense, enfin tout le monde le sait, mais ça prend une toute autre tournure à partir du tome 2. Et j'ai vraiment adoré ce tome. On en découvre beaucoup plus sur l'univers d'Acotar, sur toutes les autres cours, sur d'autres personnages, et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. J'avais déjà beaucoup aimé l'univers dans le 1, mais je trouvais qu'on restait très fort dans la cour du printemps, et ici on visite la cour de l'été, la cour de la nuit surtout, et j'ai juste adoré. On va pas se mentir, hein, on lit tous Acotar pour Rysand. Moi j'ai lu le 2 surtout parce que je voulais trop voir Rysand, parce que dans le 1 on le voit pas assez, et juste pépite, j'aime trop ce personnage. So much smut in this one, vraiment relation Rysand-Fer qui juste explose de tous les côtés. Je lis parce que j'ai mis beaucoup de notes sur mon téléphone. J'avais mis que la relation Fer-Rysand était addictive à lire parce qu'on a vraiment une évolution qui se passe entre eux. On passe d'une relation enemies to friends et puis friends to lovers, et ça je trouve ça juste incroyable. J'ai moins aimé ce que Sarah J Maas a fait du personnage de Tamlin. Donc là on va faire spoiler parce que ceux qui n'ont pas encore lu le tome 2, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je vais vous mettre la minute à laquelle vous pouvez swiper la vidéo, comme ça vous n'êtes pas spoilé. J'ai pas trop aimé ce que Sarah J Maas avait fait du personnage de Tamlin. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle s'était sentie obligée de l'enfoncer et de l'enterrer pour pouvoir faire ressortir Rysand. Comme si Fer devait absolument avoir une raison pour ne plus aimer Tamlin, alors que je veux dire, ça arrive de plus avoir de sentiments et de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est la vie. Et là j'ai eu l'impression en fait qu'on a tout mis sur Tamlin, comme ça Fer avait une excuse pour dire Tamlin je t'aime plus et je vais vers Rysand, ce qui est complètement ridicule parce qu'en soi en fait si on comprend même la raison à la fin du livre, le fait qu'il soit âme sœur et tout, bah on comprend en fait que c'était inévitable que Fer tombe amoureuse de Rysand, enfin bref. Bah du coup j'ai pas du tout aimé Tamlin dans ce livre, je le trouvais insupportable. Il m'a trop saoulée, mais c'était vraiment le stéréotype de la masculinité toxique et la virilité toxique. Mais ça en est devenu vraiment un stéréotype de malade. Pour Tamlin qui est juste devenue the bad guy dans le livre, alors que dans le 1 c'était pas du tout ça. Fer m'a un peu agacée à certains moments avec tous ces dramas etc. Mais voilà, encore une fois c'est pas non plus mon personnage préféré. Lucien, trop hâte de voir ce qu'il va faire dans les tomes suivants, enfin dans le tome suivant, parce que j'aime trop ce personnage et il est so underrated, on le voit pas assez et pourtant je me suis trop attachée à lui et j'ai trop envie de voir ce qu'il va devenir et comment il va évoluer, parce qu'il a une sale position dans le 2, enfin dans ce livre-ci il a vraiment une sale position, il est un peu le cul entre deux chaises si je peux me permettre. Et ça me fait trop de la peine pour lui. J'ai bien aimé la fin parce qu'on finit sur un cliffhanger qui est pas non plus ouvert et où on n'est pas bien en fait à l'idée de pas savoir la suite. Mais d'un autre côté c'est ouvert assez pour se dire ah il y a une suite. La suite qui m'attend bien au chaud dans ma bibliothèque d'ailleurs. Mais je m'attendais peut-être un petit peu plus à ce qu'il se passe vraiment plus de choses. Je m'attendais un peu plus d'action en fait à la fin. Je trouve que ça a peut-être été un peu rushé alors qu'en soi le livre il prend son temps sur toute la durée et puis à la fin c'est peut-être un peu rushé pour moi, mais après c'est un détail. Encore un spoiler, donc ne regardez pas et switchez à telle minute si jamais vous voulez pas savoir, mais Lucien et Hélène, what? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça Sarah J Maas? Il y avait déjà Rysand Fer, il y avait déjà Cassian et Nesta. Bah je sais qu'il va y avoir un truc entre Cassian et Nesta et je sais aussi que leur relation elle est déjà un peu ambiguë. Et là d'un coup Lucien et Hélène c'est des âmes sœurs. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, c'est un peu too much. Enfin, genre tout le monde va pas tomber amoureux de tout le monde non plus, enfin c'est pas les bisounours. Le gros point aussi positif de ce livre c'est le found family. C'est genre tous les personnages de la cour de la nuit, je m'y suis trop attachée. Et c'est vraiment un point que j'aime trop dans les livres. Et aussi pour ça que j'aime trop Six of Crows ou Shadow and Bone, c'est
Vraiment le principe found family, c'est des gens qui se connaissent pas au départ et qui deviennent vraiment une grande famille, ou même des gens qui étaient ennemis au départ et puis après ils peuvent plus se passer les uns des autres. Et je trouve ça juste incroyable et j'ai trop aimé. Et maintenant je sais pas ce que je vais faire de ma vie parce que j'ai trop envie de lire le 3. Mais je sais que si je lis le 3, je vais regretter d'avoir lu la saga si rapidement parce qu'il me restera plus que le 4 et le 3.5. Et du coup je pense que je vais essayer d'attendre un petit peu pour lire le 3, mais je sais que ça va être dur. Donc voilà. Le dernier livre que je vais vous présenter, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est Astrolove de Shana Lies. C'est un livre qui parle d'astrologie et d'amour en gros, pour mieux se connaître soi et connaître ses besoins affectifs, etc. Ouais, un guide d'astrologie pour explorer son profil amoureux et réussir sa vie sentimentale. Alors j'ai trouvé ça très intéressant dans l'ensemble. Clairement pas un livre que vous allez lire comme ça, comme un roman. Moi je le feuilletais de temps en temps. Ça fait genre un mois que je suis dessus. Mais d'un autre côté, je trouve qu'à la fin, ça devenait vraiment assez redondant. Il y avait des choses qui étaient déjà revenues plusieurs fois et je trouvais ça peut-être un petit peu ennuyeux de lire des choses que je venais déjà de lire parce que je trouve que ça se répète. Donc dans ce sens-là, point négatif. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même un petit livre sympa à lire. Le livre est vraiment très bien illustré, et genre niveau graphisme, l'objet livre est vraiment beau. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des petits exercices à faire, des espèces de petits exercices de recueillement, etc. C'est assez cool, je trouve. Et voilà, bonne lecture, ça m'a pas transcendé, mais c'était sympa à lire. Donc voilà pour Astrolove. Voilà pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube en ce moment. Et à me suivre aussi sur Goodreads, comme ça vous pouvez suivre les lectures que j'accumule, mes lectures en cours, les livres que j'aimerais lire, les livres que je viens de finir de lire. Et c'est encore sympa, on a une belle et grande communauté sur Goodreads, donc voilà. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour me donner un avis. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!